La Macronie, c'est dégueulasse. 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 La Macronie, c'est Alors on vient d'arriver, ici on arrive place d'Italie, excusez-moi pour ceux qui viennent de se brancher, on arrive place d'Italie, on arrive depuis Porte Dorée, là il y a une manifestation ici, et en fait je voulais aller filmer mais là apparemment j'ai pas droit de sortir du cercle des gilets jaunes, donc voilà, même la presse elle est, il y a une espèce de répression, pardon, vis-à-vis de la liberté d'expression, puisque en fait je vais, non mais monsieur je vais aller filmer là-bas, je change de sujet, j'étais avec les gilets jaunes, je vais aller filmer là-bas, non, bah oui, je peux pas rester sur le même truc. Donc voilà, là j'arrive, Mar, violence, Mayotte, justice, sécurité. Vous êtes sur, excusez-moi, ça ne sera pas le bon titre, mais finalement, allez voir. Ont décidé de dire maintenant, pardon, ça suffit. Nous ne sommes pas là pour mendier, nous ne sommes pas là pour dire à celles et ceux qui ne voient en nous que des assistés, que nous appartenons de plein pied à cette République, même lorsque Césaire a dit, et à juste titre, nous ne sommes pas des Français à part entière, nous sommes malheureusement des Français totalement à part au regard de la façon dont nos territoires sont traités. Puisque le Premier ministre dit à qui veut l'entendre, les territoires doivent être défendus et respectés. Malheureusement, les territoires d'outre-mer sont encore les laissés pour compte d'une République qui dit, à qui veut l'entendre, la République est une et indivisible. Il n'en est rien. Des femmes et des hommes vont prendre la parole, vont s'exprimer, vont rappeler les combats qu'ils mènent, et cela depuis bien longtemps. Et je voudrais que vous applaudissiez celles et ceux qui ont décidé de cette manifestation. Les membres du CREFOM sont là devant vous avec leur président, Daniel Dallain, qui prendra la parole après que les uns et les autres se soient exprimés. Je voudrais ici, puisque nous sommes entre nous, vous confier quelque chose d'extrêmement grave et d'important. Lorsque nous avons annoncé cette manifestation, il y a eu toute forme d'intimidation. Il y a eu toute forme de pression sur des membres du CREFOM, mais également sur des responsables d'associations et d'organisations. Nous voulons dire aux uns et aux autres que face aux inégalités de traitement, aux discriminations, nous n'avons peur d'aucune intimidation, d'où qu'elles viennent. Et vous le constaterez tout à l'heure à travers la parole, là encore, des uns et des autres. Aujourd'hui, le CREFOM a décidé d'être autre chose, de prendre son envol et surtout, désormais, de porter la voix de chaque individu, de chaque originaire d'outre-mer qui, dans sa chair, dans son territoire, estime être discriminé. Oui, effectivement, le CREFOM, au départ, souhaitait fluidifier les rapports entre un gouvernement... Je vais passer de l'autre côté parce que je voudrais changer de pied, en fait. Donc je vais essayer de me mettre de ce côté-là. Aujourd'hui, nous avons décidé que le combat serait mené autrement et le président vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Et je vous demande tout de suite d'accueillir notre secrétaire général et l'une des vice-présidentes du CREFOM. Je demande à Keza et à Anthony Edelbert et Keza, grand bonheur, plus vrai de venir pour prendre la parole.
Alors je vais vous demander 30 secondes, hein, le temps que je règle mon image. Hein. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons tous mourir ensemble comme des idiots. Martin Luther King. Cette citation, c'est aussi pour rendre hommage à George Floyd et à Jacob Blake. Comme lui, nous voulons la justice. Et lorsque sa petite fille a posé la question « Est-ce que la mort de mon père va changer le monde ?» Je vous demande à tous de l'aider à cette grande œuvre de justice. Je veux d'abord saluer les populations des territoires et celles de Paris, les habitants et les populations de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie-Kanaki, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des Terres australes, soit 2,6 millions d'habitants dans les territoires. Il faut savoir les raisons de la colère. Nous avons adopté ce titre par analogie au roman de John Steinbeck, avec les photos de Dorothea Lange où on voyait cette crise économique et toutes les misères qui l'accompagnaient. Dans la situation politique, il s'agit pour nous de rappeler qu'au tenant du pouvoir politique, le devoir de respecter un principe constitutionnel qui est celui de l'égalité. Le CREFAM, par sa mobilisation, ne fait que rappeler au chef de l'État le devoir d'appliquer la loi du 20 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle des Outre-mer, portant dispositions en matière sociale et économique adoptées par la représentation nationale dans un gouvernement dont il était membre lui-même. Notre rassemblement n'est pas un manifeste anti-blanc, car les afro-descendants gardent en mémoire l'intervention des habitants de Champagné en Haute-Saône pour l'abolition de l'esclavage. Notre présence, place de la nation, c'est pour dire que nous aussi nous faisons nation et que derrière les éloges de l'importance de la biodiversité et des zones économiques exclusives maritimes se cache la pauvreté et la misère sociale et économique qui n'est pas visible dans nos territoires du fait de leur éloignement. Pour en témoigner, les intervenants associatifs ou les personnalités partenaires déclineront les particularités des problématiques pour lesquelles ils sont présents. Il y a des solutions et il y a aussi des propositions. Encore faut-il que nos interlocuteurs aient la volonté de les mettre en œuvre. C'est comme l'amour. Il faut des preuves et nous ne voulons plus nous contenter de promesses, car nous sommes tous instruits qu'elles n'engagent que celles et ceux qui y croient. Je veux rappeler l'existence du CREFAM qui remonte à 2014. Les actions s'inscrivent dans un cadre régional, national et international. Le but du CREFAM est de promouvoir, de valoriser, de défendre les intérêts des originaires d'outre-mer, vivant en outre-mer, mais aussi à l'international, dans les domaines économiques, politiques, sportifs, culturels, mémorial et moral. Pourquoi aujourd'hui nous faisons cette manifestation? Et pour cela, je requiers votre attention. Cric! Mystique Cric! Le CREFAM n'avait pas pour habitude et tradition de mener des actions dans l'espace public. Nous y sommes contraints. Et je vais décliner les motifs pour lesquels aujourd'hui nous sommes présents. Le CREFAM a écrit à l'ex-ministre de la fonction publique, Olivier Dussopt, au début de la réforme portant sur les congés bonifiés, avant qu'Édouard Philippe
en partant de signe un décret dans la plus grande trahison des traditions de la concertation. Monsieur Dussopt nous a promis la concertation et jusqu'à présent nous l'attendons. Le décret a été adopté sans que les syndicats, les associations et encore pire, le député de la Guyane qui avait demandé de surseoir l'application du décret et de définir les caractéristiques, les intérêts moraux et matériels pour faire bénéficier aux originaires d'outre-mer des congés bonifiés. Tout cela a été banni et ils ont marché dessus. Le Réforme a écrit au Premier ministre, Édouard Philippe, au plus cruel de la pandémie, pour lui dire que les originaires d'outre-mer, tous autant qu'ils sont des gens modestes et qu'il fallait prendre une disposition pour geler les loyers, une disposition qui pouvait aussi répondre au bien-être de tous les Français. Nous n'avons pas eu de réponse. Le Réforme a écrit aussi au ministre des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, lorsqu'il donne 7 milliards d'euros à Air France pour éviter d'être coulé. Nous disons que ces 7 milliards doivent avoir une contrepartie, c'est-à-dire une tarification des vols transatlantiques à caractère social pour permettre à l'ensemble des compatriotes de revenir dans leur territoire. Pas de réponse. Nous avons aussi interpellé le ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebari, d'un courrier. Et le Réforme subit toujours les mêmes camouflets. Aucune réponse. Nous avons écrit au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Roch Olivier Mestre, pour plusieurs motifs. D'abord, pour lui demander que lorsque les émissions de CNews passent, il ne peut pas y avoir du négationnisme sans une réponse historique adaptée et des intellectuels qui puissent faire face aux propos négationnistes d'un individu que je refuse de nommer le nom. Il ne s'agit pas d'avoir une compatriote pour relancer les questionnements. Il faut qu'il y ait véritablement un échange pour que les téléspectateurs puissent avoir un discours à charge, mais aussi un discours à décharge. Toujours pas de réponse. Le Réforme aussi a écrit toujours au président du CSA, dans le cadre du pacte de visibilité, pour que l'un d'entre nous, l'un d'entre vous, puisse diriger la télévision française, au moins y participer après la suppression de France O, qui était une promesse du candidat président en 2017. Pas de réponse. Le Réforme a écrit à Madame Delphine Ernotte pour lui dire que son renouvellement à la tête de France Télévisions devait s'accompagner d'une nomination d'un compatriote d'outre-mer pour que nous ne soyons pas relégués à les faire valoir. Pas de réponse. Le Réforme a écrit aux deux ministres d'outre-mer, Mme Annick Girardin et à M. Sébastien Lecornu. À Mme Annick Girardin, il a fallu faire le forcing pour qu'en plein milieu du Covid, les étudiants d'outre-mer aient, outre le soutien pour leur permettre de survivre, mais aussi une enveloppe financière, personnelle, pour se payer les soins personnels, l'hygiène pour les filles ou le petit matériel pour les garçons. Ce forcing n'a porté qu'au mois de juin, en pleine finalité de la pandémie. Le Réforme a saisi Mme Girardin au sujet de notre compatriote Loïc Libert, le caporal Loïc Libert, assassiné socialement par le terroriste Mohamed Mora. Une balle dans le dos, tétraplégique. Il réside aujourd'hui à l'hôpital des Invalides. Ces deux compagnons d'infortune ont été décorés de la Légion d'honneur. Lui, parce qu'il a survécu. Monsieur Le Drian, ministre des Armées de l'époque,
n'a pas trouvé juste de l'honorer comme ses frères d'âme. Madame la ministre de l'Outre-mer nous a promis de lui décerner cet honneur. Le président de la République lui a rendu visite et aujourd'hui, nous sommes encore dans l'attente. Lui qui résiste et qui respire avec difficulté et qui a gardé son honneur et je dirais sa dignité, attend cette reconnaissance qui pourrait intervenir alors même qu'il pourrait passer à l'au-delà. La réforme aussi a saisi M. Dupond-Moretti qui, lors de sa passation du pouvoir, n'a pas oublié de rappeler ses origines. Il a rappelé qu'il était issu d'une famille modeste et que par le travail, il avait accédé aux plus hautes fonctions. Nous l'avons interpellé pour un camarade, le seul ambassadeur d'outre-mer que nous avions, qui a été injustement accusé. Monsieur Dupond-Moretti, à l'époque, était son avocat. Nous l'avons interpellé en tant que garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour qu'on rende justice justement à notre compatriote qui n'a pas été reconnu coupable de ce crime qu'on l'a accusé d'avoir outragé une femme. Pas de réponse. Le CREFORM a saisi le directeur de cabinet du chef de l'État, M. Patrick Strozda, pour lui faire part de l'ensemble des griefs pour lesquels nous souhaitions lui apporter des propositions. Pas de réponse. Le CREFORM a écrit à la conseillère technique des Outre-mer du Premier ministre, Madame Virginie Claes. Pas de réponse. Le CREFORM a appelé au premier personnage de la République, le chef de l'État, pour une audience. Pas de réponse. Cric! Misty Cric! Chers amis, face à ce silence, le CREFORM a décidé de rompre avec ses habitudes de négociation et l'action de lobbying dont nous avions l'habitude d'entreprendre. Nous avons voulu montrer que les originaires d'outre-mer, de tous les territoires, étaient capables de se mobiliser ce samedi. Je tiens à vous remercier, à nous remercier d'être là ce samedi. Vous êtes la partie la plus consciente de vos territoires et vous êtes les bienvenus pour apporter face à cette République qui ne nous écoute pas et qui n'écoute encore moins la représentation parlementaire. J'en veux pour preuve 2 exemples. Cric! Misty Cric! Premier exemple, lorsque les parlementaires de la Réunion et de la Martinique interpellent le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur les tests Covid pour permettre aux passagers de prendre l'avion dans les délais, celui-ci nous dit que nous ne sommes pas prioritaires. Conséquence, paiement des indemnités, obligation de rester supplémentaire, retard dans les vols. Voilà comment on nous considère. Deuxième exemple, lorsque le député Letchimy, avec le député son confrère, M. Bervy, interpelle le garde des Sceaux sous la représentation du Conseil économique, social et environnemental, 2,6 millions d'habitants représentés aujourd'hui par 11 élus au 16 heures. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ces 2,6 millions, 11 personnes ne seront désormais par la loi représentées que par un élu originaire d'outre-mer. Voilà comment on nous considère. Alors que 2 millions de Français de l'étranger sont représentés par 23 parlementaires. Voilà la justice qu'on nous oppose. Chers amis, merci de m'avoir écouté et je vous remercie encore de votre présence. Cric! Misty Cric! Merci. Bonsoir à tous et merci de nous faire
Merci. Bonsoir à tous et merci d'être là. Vous avez pris le temps pour venir à cette manifestation. Vous avez pris le temps d'accepter, d'écouter les revendications des Outre-mer. Il n'y a pas si longtemps, le général de Gaulle, qui souhaitait faire un référendum pour que le président de la République soit élu au suffrage universel direct, alors que Gaston Monnerville, président du Sénat, était contre, de Gaulle lui répond « J'ai le droit ». Et Gaston Monnerville lui répond « Non, monsieur le président de la République, vous n'avez pas le droit, mais vous le prenez ». Mes chers frères et sœurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, d'Anaki, de la Réunion, de Wallis-et-Futuna, vous qui vivez ici dans l'Hexagone ou dans vos régions et territoires respectifs, vous qui avez le pouvoir de décision par le vote, le pouvoir vous appartient. C'est vous qui avez la décision. C'est vous qui avez le pouvoir de changer votre situation, d'imposer le bien-être, plus d'égalité et d'équité dans nos régions, dans vos régions. Il est venu le temps de vous unir pour gagner ensemble et imposer ce dont mérite votre peuple, notre peuple. Le CREFOM, nous continuerons à être la voix des Outre-mer et à faire imposer votre voix et vos demandes sans être impressionnés par aucun parti politique, par aucun élu, par aucun nommé. Les Antillais et Guyanais, les Réunionnais afrodescendants, ne laissons plus aux autres le droit d'écrire notre histoire, de minimiser la souffrance de nos familles déportées d'Afrique pour permettre l'enrichissement de ce pays qui est le nôtre. Ne permettons plus l'humiliation et le négationnisme. Le président de la République, Emmanuel Macron, doit prendre une décision ferme à ce sujet. L'indignation, c'est bien, mais que fait le législateur? À partir de maintenant, lors des élections, nous devons être beaucoup plus vigilants sur le programme qui nous est proposé, sur les promesses. Et quand elles ne sont pas tenues, notre sanction ne doit pas tarder. Nous devons nous inquiéter des contreparties. Que vous allez voter, quand vous allez voter pour les régionales, pour les départementales, et si la candidate ou le candidat vous dit qu'elle fait pour l'outre-mer, demandez-lui ce qu'elle a fait. Demandez-lui ce qu'elle va faire. Si elle vous dit que ça soit dans l'Hexagone ici qu'elle fait pour la culture des Outre-mer, demandez-lui ce qu'elle fait et demandez-lui ce qu'elle va faire. Vous verrez à quel point ils ne nous connaissent pas. Vous verrez à quel point ils méprisent notre culture. Arrêtons de nous contenter des miettes. La France est un pays multiculturel par son histoire. Imposons notre culture. Elle est riche et composée de toutes les facettes qui la composent. N'ayons pas honte. Ne marchons pas la tête baissée. N'ayons pas honte de notre musique, de notre cinéma, de notre littérature. Ne nous laissons jamais impressionner par celui qui nous dit que nous ne sommes pas chez nous. Ne vous laissez jamais impressionner par celui qui vous dit que vous avez des privilèges. Nous n'avons jamais eu de privilèges. Depuis l'abolition de l'esclavage, nous n'avons jamais eu de privilèges. Nous nous sommes battus pour obtenir nos droits. Ils ont commencé à dire que nous étions fainéants quand ils ont aboli l'esclavage. Parce qu'ils ne voulaient pas nous payer. Aujourd'hui, ils disent que nous avons des privilèges. C'est faux. Ils ne nous respectent pas. Ils ne respectent pas notre histoire. Et nous devons imposer notre histoire lors des élections. Je vous répète, les élections arrivent. Diaspora, vous devez voter. Il n'y a pas de séparation entre le 6e dôme et les Outre-mer et les territoires. Il n'y a pas de séparation entre la Guadeloupe et la Martinique, entre la Guyane et la Réunion, entre Mayotte et Wallis et Futuna.
Vous devez vous unir. Imposez-vous. Vous avez le pouvoir. De Gaulle vous a donné le pouvoir. Vous devez voter et imposer le respect. Le président Emmanuel Macron doit prendre une décision ferme. Quand vous allez voter, n'oubliez pas, la France est un pays multiculturel et vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous ici et là-bas. Ne vous laissez jamais impressionner. Nous en avons marre des discours affectifs, suivis d'une certaine condescendance sans action. Nous n'en pouvons plus d'accepter les miettes. Je me pose constamment la question, qu'est-ce que la République fait pour le racisme? Il existe des lois pour les autres et il n'en existe pas pour nous. Ils imposent le respect pour les autres et ils n'imposent pas le respect pour nous. Vous devez vous servir de votre pouvoir, c'est le vôtre. Quand vous votez dans le 10e, dans le 11e, quand vous votez dans le 92, dans le 93, quand vous votez en Martinique et en Guadeloupe, demandez-leur ce qu'ils vont faire pour imposer le respect. Je ne veux plus que nos enfants soient insultés dans les médias. Je ne veux plus qu'il y ait du négationnisme sur nos histoires. Les médias doivent inviter les sachants de notre histoire. Les médias doivent diffuser nos films. Imposez-vous! Imposez-vous! Si une chaîne ne passe pas nos films, arrêtez de la regarder. Si un média ne parle pas de nous, arrêtez de le regarder. Le pouvoir est dans votre main. Arrêtons de nous plier. Arrêtons de quémander. Imposons-nous. Imposez-nous. Quand vous allez voter, arrêtez de prendre les miettes. Quand une présidente de région vous dit qu'elle fait pour la culture, demandez-lui ce qu'elle a fait. Vous verrez à quel point il nous méprise. Merci Kézard. Merci Kézard. Tout au long de cet après-midi, vous allez entendre donc des femmes et des hommes poser les problèmes également, car les problèmes sont multiples. Je voudrais citer la phrase d'un écrivain martiniquais, Mathieu Gama, qui dit « L'esclavage nous a appris à survivre et il nous a empêchés de vivre en peuple. » Aujourd'hui, face aux revendications légitimes, eh bien nous disons que nous ne voulons pas ce que les autres possèdent, mais nous en avons marre d'avoir moins que les autres. On parle de négrophobie, on parle de violence policière, on parle d'inégalité de traitement, d'inégalité sociale. Je voudrais maintenant tout de suite appeler notre premier intervenant. C'est l'un des présidents charismatiques de cette organisation, de cette association. Il est aujourd'hui président d'honneur. Je vous demande d'accueillir Louis-Georges Tin du CRAN, s'il vous plaît, président d'honneur du CRAN. Mesdames et messieurs, parce que la réparation est le principe du droit naturel, parce qu'il n'y a pas de paix sans justice, ni justice sans réparation, nous demandons réparation. Parce que nos ancêtres ont subi non pas un crime contre l'humanité, mais 3 crimes contre l'humanité. 12 à 15 millions de déportés, ça fait un crime. Plus tous ceux qui ont été tués en Afrique parce qu'ils se battaient contre la capture, c'est un autre crime. Plus tous ceux qui sont nés en esclavage dans les colonies, c'est un autre crime. Pour tout cela, nous demandons réparation. Parce que la colonisation a continué dans tous les autres territoires, de l'océan Indien, du Pacifique. Pour tout cela, nous demandons réparation. Parce que Napoléon, sans cesse célébré, a rétabli l'esclavage, nous demandons réparation. Parce que la mairie de Paris, à l'unanimité, s'est prononcée pour un musée de l'esclavage, dont nous ne voyons toujours pas le début du commencement.
et parce que nous voyons qu'il y a une statue pour solitude et nous nous en réjouissons, mais nous n'oublions pas qu'il y a la rue Colbert, il y a la statue de Colbert devant l'Assemblée. Pour tout cela, nous demandons réparation. Parce qu'aujourd'hui, tous ces territoires sont abandonnés, sont méprisés, abandonnés à la pauvreté. Pour tout cela, nous demandons réparation. Parce qu'aujourd'hui, les injustices continuent. Savez-vous, mesdames et messieurs, que les Noirs dans ce pays touchent 30% de moins que les Blancs à travail égal, et que les femmes noires touchent 49% de moins que les hommes blancs à travail égal. Pour tout cela, nous demandons réparation, parce que nos images, nos cinéastes, nos artistes ne sont pas reconnus, ne sont pas entendus, sauf à l'étranger. À l'étranger, oui, ils sont reconnus, ici beaucoup moins. Pour tout cela, nous demandons réparation. Eh bien, je le dis aujourd'hui, cela ne peut plus durer. Il est temps que nous soyons reconnus, il est temps que nous nous imposions, je reprends le mot qui a été cité tout à l'heure, et je souhaite en effet que nous en finissions de ce carnaval qui est un carnaval absolument inaccessible, absolument insoutenable. Aujourd'hui, le temps de la justice est venu, mais c'est à nous-mêmes de nous rendre justice. Nous ne devons pas espérer que les autres nous rendent justice. C'est à nous de nous rendre justice. C'est à nous de mener la bataille. Et nous sommes là aujourd'hui pour la mener. Je vous remercie. Bien sûr, merci à tous pour cet idéal de justice et de réparation. Merci, merci Louis-Georges Autain, applaudissez-le encore s'il vous plaît. La loi de départementalisation est intervenue le 19 mars 1946. Pour la petite histoire, Aimé Césaire souhaitait... Ouais, bah, Pella, 6 ans, côté. Aimé Césaire souhaitait que ce soit une loi de départementalisation et non d'assimilation, comme le souhaitaient les gaullistes de l'époque. Depuis cette date-là, des femmes et des hommes se battent pour l'égalité réelle. Lorsque l'on vous dit, mais que demandez-vous? Parce qu'aujourd'hui, dans certains ministères, certains responsables politiques, certains membres du gouvernement disent, mais que demandez-vous? Chaque originaire d'outre-mer peut dire quelles sont les inégalités de traitement. Depuis 2011, Mayotte est le 101e département français et Mayotte est venu nous rejoindre dans ce chaudron d'inégalités. Je vous demande d'accueillir une consoeur, puisqu'elle est également journaliste et représentante de la communauté mahoraise ici en France hexagonale, Estelle Youssoufa. Merci Claudie. Bonjour à tous. Vous êtes beaux, c'est magnifique de vous voir aujourd'hui à Paris. Wamaore Istaoui, Istaoui Soafi. Je suis extrêmement fière d'être avec vous aujourd'hui. Je préside le collectif des citoyens de Mayotte. Et je vous félicite d'avoir bravé le froid du début de cet automne à Paris. Et vous l'avez sûrement remarqué, on est très peu nombreux à Mayotte, mais on est très nombreux aujourd'hui à Paris. Parce que notre département va mal, notre département est en souffrance. On est le 101e département, le plus jeune, à bien des égards, seulement depuis 10 ans, alors que nous sommes français depuis 1841. On est à côté de Madagascar. On a un voisin envahissant, les Comores, qui ne reconnaissent pas le fait que nous soyons français. Et la moitié de la population de notre île est clandestine. Vous vous dites, est-ce que c'est grave? Sur 375 km², c'est une profonde déstabilisation. Ça veut dire qu'on a la plus grosse maternité d'Europe. Ça veut dire qu'on est un désert médical. À Mayotte, pendant le coronavirus, on a eu une surmortalité de 40%. On vient à peine de sortir de l'état d'urgence sanitaire, il y a 10 jours seulement, pendant que tout le reste de la France revivait normalement. J'ai une pensée pour nos amis de Guyane et de Guadeloupe qui souffrent actuellement dans leur chair avec le coronavirus. Nous, malheureusement, à Mayotte, on a connu le Covid avec la dengue. Et ça a tué. Nos vieux, nos plus faibles sont morts dans l'indifférence générale. On s'est mobilisé pour dénoncer cette situation. On a appelé en vain les autorités en métropole. On est ici aujourd'hui parce qu'on est en colère. Notre île est devenue une prison à ciel ouvert. On est tous claquemurés chez nous et les voyous mènent toutes les semaines
toutes les semaines des émeutes, des caillassages, des coupeurs de route, des agressions dans les lycées. On a même vu une professeure qui a été tailladée il y a quelques jours à peine. C'est ça la violence dans laquelle est en train de basculer Mayotte. C'est notre département pour lequel nos aïeux se sont battus qui est en train de partir à la dérive. On est ici à Paris pour demander à ces solidarités ultramarines qui sont ici, à vous tous qui venez de tous les territoires, de nous aider. On apprend de vos combats, on apprend de ce que vous avez fait pour vous mobiliser pour vos territoires et maintenant c'est nous, le plus jeune département, qui avons besoin de votre aide. On a besoin qu'on prenne conscience en métropole de la richesse qu'est Mayotte. C'est le plus beau lagon du monde, c'est une culture magnifique, c'est une île sublime, c'est un endroit stratégique pour la France, au cœur de l'océan Indien, à côté de l'Afrique qui est le continent qui aura la plus grosse croissance au XXIe siècle. Ce sont vraisemblablement des réserves en pétrole et en gaz. Ça veut dire que le discours qu'on entend sur Mayotte comme sur les autres outre-mer en nous disant qu'on coûte cher, qu'on ne sert à rien, moi je vais vous expliquer ce que ça veut dire à Mayotte coûter cher. Ça veut dire le minimum vieillesse à Mayotte est plus en dessous du seuil de pauvreté nationale, fixé par l'État. Fixé par l'État. Ça veut dire qu'à Mayotte, il n'y a pas la Sécu. Ça veut dire qu'à Mayotte, à salaire et à travail égal, on a un salaire différent, on a un salaire inférieur. Nous, ce qu'on veut, c'est sortir des spécificités du spécial Mayotte-Magnénier qui nous met à la marge de la République. Ce qu'on veut, c'est l'égalité. L'égalité réelle. Ça veut dire appliquer le droit, tout le droit, uniquement le droit. À Mayotte, on ne demande pas plus qu'ailleurs. On demande la même chose. On est français depuis 1841. Vous, nous tous, on est noirs, on est foncés, on ressemble à rien, mais on est français. On s'est battu pour rester français. On est français, afrodescendants, quelles que soient les origines. Beaucoup chez nous sont d'origine malgache aussi. Et pourtant, ce qu'on veut, c'est être traité comme nos compatriotes de métropole. On ne doit pas, on ne veut pas quitter notre île pour avoir accès à la santé. On ne veut pas, on ne doit pas quitter Mayotte pour avoir accès à l'éducation supérieure. Et je veux aussi lancer un appel par rapport au talent maori. Notre combat aujourd'hui, c'est une université de plein exercice à Mayotte. C'est Omam Saïdé, un professeur, un chef de conférence, un maître de conférence qui se bat pour diriger notre université. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? C'est la moitié de l'île à Mayotte qui est un élève. C'est le plus jeune département de France parce qu'on a une démographie galopante. Eh bien, figurez-vous qu'on n'a même pas une université de plein exercice. Nous, ce qu'on demande, c'est que nos talents s'expriment. Ce qu'on veut, c'est que les Mahoraises et les Mahorais qui ont réussi puissent diriger. On veut des promotions des fonctionnaires mahorais. On veut que les Mahorais qui sont fonctionnaires puissent rentrer travailler à Mayotte. On a des gens de talent qui veulent rentrer à Mayotte et les ministères bloquent les mutations. Tous les ultramarins qui ont connu cette situation dans les autres territoires. C'est aujourd'hui notre combat. Pouvoir construire notre île, pouvoir arriver à vivre dignement. Alors j'ai une pensée émue aussi, parce qu'il y a sa fille qui est là, pour Marcel Henry, un des Sorodas qui s'est battu. J'ai une pensée pour Younoussa Bamana, j'ai une pensée pour Zenan Dere, Naouda, pour M. Adrien Giraud, pour tous ceux qui se sont battus pour que Mayotte reste française. Aujourd'hui, les Sorodas, on est là. On est là et on va combattre, on battra jusqu'à notre dernier souffle pour que Mayotte enfin arrive à la dignité, à vivre en liberté et en sécurité. C'est notre combat. Rahashiri. Merci beaucoup Estelle. Applaudissez Mayotte s'il vous plaît. Les femmes combattantes, les femmes fortes, les femmes puissantes de Mayotte. On l'a entendu, on l'entendra encore tout au long des prises de parole. Merci. Les inégalités sont persistantes. Et elles sont indignes. Indignes d'une république. Indignes de cette France des gouvernements successifs qui rusent en réalité avec les principes républicains.
Oui, Mayotte connaît maintenant ce que d'autres régions d'outre-mer connaissent depuis si longtemps. Estelle a rappelé justement ce dont les Mahorais ne bénéficient pas aujourd'hui. Et je voudrais prendre un autre exemple. 1946, année de la départementalisation, il a fallu attendre 1975 pour que les familles de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de l'île de la Réunion puissent bénéficier des allocations familiales. 1946-1975. Il y a une inégalité qui est structurelle, due à l'histoire de ces territoires. Et puis il y a celles et ceux qui, ici, dans l'Hexagone, souffrent de ces inégalités de traitement, de cette condescendance, de cette relégation, de ce mépris. Je voudrais que nous puissions accueillir maintenant un représentant de la CGT, Casimir Largent. Casimir. Oui, peuple d'outre-mer, un bel bonjour pour tout le monde. Je vous remercie de m'avoir invité. Je ne suis pas là en tant que membre, au nom de la CGT, mais je suis là en tant que militant, oui, militant de la CGT. Nous avons tant et tant à défendre, parce que nous avons tant et tant en commun, quel que soit le régime que nous ayons, quel que soit notre pays d'origine. Pour nous ici, nous savons que notre histoire elle est faite de lutte. Elle est faite de lutte pour gagner. Non pas pour demander, pour quémander, mais pour exiger, pour revendiquer. Et c'est ce que nous faisons ici. C'est ce qu'ont fait les anciens avant moi. Et j'espère les représenter dignement dans les bagarres, dans les batailles que l'on mène aujourd'hui, alors avec la CGT, mais aussi avec d'autres syndicats, pour garder les droits qu'on a gagnés. Alors vous savez, peut-être certaines et certains parmi vous bénéficient de ces droits. Notamment, il y en a un qu'on appelle le congé bonifié, qui a été gagné de haute lutte pendant 4 ans. 4 ans de lutte pour gagner ce droit, pour permettre aux fonctionnaires originaires de l'outre-mer de pouvoir retourner chez eux tous les 3 ans, voir leur famille. Non pas aller en vacances, comme ils le disent, mais retourner chez soi, se ressourcer. Et ça, c'est un droit fondamental. Et bien ce droit, le président Macron, il s'est réveillé un matin et il a dit que nous lui avons dit que passer 2 mois dans son pays et pour sa famille, c'était trop long. Nous lui avons dit ça. Alors, je ne sais pas qui, mais en tout cas, il l'a dit. Et donc, à partir de là, il a demandé à ce que ce droit-là soit réformé. Alors, c'est vrai que nous avons essayé de lutter. Et malheureusement, on le sait dans notre communauté, on a du mal à rassembler. Même si aujourd'hui, je salue la présence de tout le monde, effectivement, on peut toujours faire mieux. On a du mal, effectivement, à se rassembler pour défendre nos causes. C'est un petit bémol que je mets, même si, effectivement, on peut se satisfaire de la présence de tout le monde aujourd'hui. Mais donc, on a essayé de défendre ce droit, de combattre cette réforme. Malheureusement, elle est passée, parce que de toute façon, dès qu'il s'agit d'un droit social, de toute manière, il passe en force. Voilà, donc, on a eu la réforme, mais aujourd'hui, elle est descendue. On n'a plus ces fameux 2 mois à passer chez nous, mais plus que 31 jours. Ceci étant, pour nous, la lutte ne s'arrête pas là. On a perdu cette bataille, mais il y a d'autres batailles à mener. Des batailles au quotidien, en tant que citoyen, en tant que salarié, par rapport à ce que nous subissons dans les services, parce que la discrimination, nous la subissons sur le lieu de travail. Donc on a effectivement encore et encore à battre et à combattre. Alors même si toutes les causes sont justes, il y a plein de choses qui nous rassemblent. Et je pense qu'on saura, sur tout ce qui nous rassemble, construire un tous ensemble. Parce que c'est ce qu'on a besoin. Un tous ensemble pour défendre toutes les causes. Quel que soit ce qui se passe dans nos départements, ce que vivent nos familles ou ce que nous vivons ici, on a vraiment besoin de se rassembler tous ensemble. Alors voilà, donc je lance un peu ce message. Alors les associations, les syndicats, quel que soit vous soyez syndiqués ou pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, on a besoin du rassemblement de tout le monde pour se battre ensemble et défendre nos causes. Merci à tous. Merci Casimir, merci beaucoup. Tout à l'heure, Anthony a évoqué le sort de Loïc Libert. Loïc Libert, donc le seul rescapé de la tuerie de Mohamed Merah. Et il se trouve, vous avez probablement vu le sujet, le reportage qui a été fait sur lui par Brut
Alors, petite fierté personnelle, c'est ma fille également journaliste qui a réalisé ce portrait de Loïc Liber. Et on se rend bien compte qu'à chaque fois qu'il est question d'un originaire d'outre-mer qui n'est pas respecté dans ses droits, eh bien il n'y a jamais réparation. Et avec le temps, nous nous sommes habitués aux injustices qui nous frappent quotidiennement, qui ont frappé nos parents et qui, très clairement, ont frappé nos grands-parents et nos ancêtres. Certains se lassent du combat mené. Certains ne savent plus comment mener ce combat, et lorsqu'on leur pose la question, ils nous disent, eh bien, à force de ressentir la souffrance, à force de ressentir la condescendance, eh bien, on ne sait plus comment lutter. Mais heureusement, il y a des femmes et des hommes qui ne lâchent rien. Je voudrais que l'on accueille tout de suite quelqu'un qui est à la tête d'une organisation qui, depuis les années 80, fait entendre sa voix sur tous les champs de l'inégalité et de l'injustice. Nous fait l'insigne honneur d'être avec nous, Dominique Sopo, président d'SOS Racisme, s'il vous plaît. Dominique Sopo. Merci Dominique d'être là. Merci Claudie et bonjour à tous. Ce matin, il se trouve que j'étais à l'inauguration du jardin Solitude en l'honneur de la mulâtresse Solitude dans le 17e arrondissement sur la place du Général Catroux, qui jadis s'appelait la place des Trois du Mât, en l'honneur de cette lignée prestigieuse, elle aussi liée intimement à l'histoire de l'esclavage. Et cette inauguration, elle était importante, elle est importante parce que, et on a eu des débats ces dernières semaines dans ce pays et dans bien d'autres pays, la question de qui est honoré, de ce que sont nos représentations de l'espace public, sont des éléments fondamentaux lorsque l'on veut construire une société. Et ceux qui disent que réclamer cela, c'est faire du séparatisme, qui est un mot à la mode, ou que ce serait de l'ensauvagement, eh bien, sont en fait des personnes qui peut-être ont peur, peut-être ont de la haine, le font par idéologie ou par ignorance, mais qui en tout cas ne sont pas des personnes qui construisent ce que nous voulons construire conformément aux valeurs de la République, à savoir l'égalité. Il n'y a pas d'égalité lorsque l'autre n'existe pas, même symboliquement. Il n'y a pas de possibilité de chemin vers l'égalité lorsque la culture de l'autre n'est jamais reconnue. Il n'y a pas de progrès vers l'égalité lorsque l'autre est moqué, rabaissé et est considéré comme étant indigne d'être représenté par son histoire, par ses arts, par sa culture. Et donc, ces combats sont des combats qui sont intimement liés avec ceux qui sont menés par tous ceux qui se sont exprimés avant moi et qui s'exprimeront après, et qui sont des combats qui sont en lien avec la question justement de l'égalité que Claudie évoquait juste avant de me passer la parole. Aujourd'hui en France, je ne dirais pas évidemment que la situation que nous vivons aujourd'hui est la même que celle de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, ce serait d'ailleurs insultant à leur mémoire, mais ça n'est pas parce qu'il n'y a plus d'esclavage, ça n'est pas parce qu'il n'y a plus de colonialisme qu'il faudrait se contenter d'une situation d'inégalité amoindrie. L'égalité, nous la voulons complètement, entièrement, sans concession, sans mutilation, parce que nous entendons être traités tous comme des citoyens à part entière et non pas comme des gens qui devrions nous satisfaire de ne plus être dans les fers de l'esclavage ou de ne plus être traités et jugés par le cercle des colons. L'égalité, elle ne se discute pas en République, elle est un combat que chacun doit mener. Et ce mépris qui est évoqué depuis le début de cette cérémonie, de ce rassemblement, est un mépris réel. Comment peut-on dans notre pays partir d'une situation où il y a des mobilisations contre le racisme dans la police, contre les humiliations, contre les inégalités, notamment en raison de la couleur de peau, et finir avec une loi contre le séparatisme? Il y a là un grand refus du chemin vers l'égalité. Et bien dans ce grand refus du chemin vers l'égalité, il faut affirmer, continuer à affirmer, toujours affirmer que ce sont nous qui portons les valeurs de la République et ce sont ceux qui prononcent les mots de la République en faisant des mots creux qui trahissent ces valeurs.
nous sommes les porteurs du chemin vers l'égalité. Et pour ma part, je suis résolument optimiste parce que je suis sûr d'une chose, c'est qu'à la fin, c'est nous qui gagnerons sans aucun doute, sans aucune once d'hésitation. Nous gagnerons. Et il peut y avoir des Zemmour qui nous insultent, il peut y avoir des ministres qui ne répondent pas, il peut y avoir des chefs d'entreprise qui discriminent. Mais franchement, nos ancêtres se sont libérés de l'esclavage et du colonialisme. Je pense qu'on arrivera à surmonter Éric Zemmour, et son orchestre. Et donc, de ce point de vue-là, nous gagnerons parce que non seulement nous sommes forts de cette détermination, mais nous savons aussi que dans ce pays, au-delà des personnes qui sont discriminées, au-delà des personnes qui n'auraient pas la bonne couleur de peau, qui n'auraient pas le bon nom, qui n'auraient pas le bon prénom, il y a aussi des millions et des millions de citoyens qui ont envie de vivre dans un pays où chacun, quelle que soit sa couleur de peau, soit traité à égale dignité. Et donc il n'y a pas que les victimes directes du racisme, de l'antisémitisme, du sexisme, de l'homophobie, des différentes haines qui se battent. Il y a aussi des citoyens qui, fort heureusement, par conception philosophique, se battent aussi à nos côtés, qu'il faut savoir mobiliser parce que nous devons montrer que nous sommes majoritaires et fortement majoritaires dans ce pays à vouloir ce type de société et montrer à nos gouvernants qu'ils n'arriveront pas à faire taire ces majorités qui peut-être parfois s'ignorent en jouant sur les peurs, en jouant sur les oppositions et en faisant croire que lorsque l'on est antiraciste, eh bien, on est des ennemis de la République. L'antiracisme est une sœur de l'humanisme, l'antiracisme est une sœur de la laïcité, l'antiracisme est constitutif de la République et ça n'est pas être contre la République d'être antiraciste, par contre, c'est être contre la République de ne pas l'être. Merci beaucoup Dominique. C'est pas simple en réalité. Parce que cette égalité, dans un pays de citoyenneté, devrait être automatique pour chaque individu, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit sa religion, quelle que soit son adresse, quel que soit son territoire. Et on voit bien que la problématique vient des logiciels. La problématique vient tout simplement d'une mentalité, des imaginaires qu'il faut reconstruire. Parce que la perception que l'on a de l'autre, c'est celui qui appartient, croit-on, au camp des vaincus. Comme les uns et les autres l'ont dit, aujourd'hui, c'est la dignité qui s'exprime. Ce n'est pas des demandes, des mains tendues, mais l'exigence qui s'exprime. On a parlé d'identité. Et je voudrais saluer ici celles et ceux qui sont des artistes et qui, dans leur travail, portent cette identité. François a été évoqué. Et je voudrais saluer le travail de ceux dont les œuvres ont été diffusées souvent sur cette chaîne. J'ai vu Tony Chasseur, grand musicien, chef d'orchestre également. L'un de nos réalisateurs, Jean-Claude Flamand-Barny, qui est là, et quelques autres peut-être que je n'ai pas pu voir. Je vous demande de les applaudir, car ces artistes-là sont très importants dans les identités partagées. L'histoire de Françon, certes, c'est un média public, mais Françon était importante afin de transmettre justement, de partager ces identités. Certaines identités ne seront plus visibles, que ce soit dans les médias publics ou privés. Il y a aujourd'hui des jeunes qui se battent pour exister, et je voudrais là tout de suite que nous puissions accueillir la présidente de l'Union des Réunionnais de l'Hexagone, des étudiants réunionnais de l'Hexagone, Annecy Boyau, s'il vous plaît. Bonjour Annecy. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Annecy. Je suis originaire de La Réunion et je suis étudiante à Paris. Je suis également la coprésidente de l'association URH, Union des étudiants réunionnais de l'Hexagone, qui est aujourd'hui l'unique association qui accompagne la jeunesse réunionnaise dans sa mobilité, qui défend leurs droits et qui lutte pour le retour au pays.
je suis présente, si aujourd'hui nous, Réunionnais ultramarins, sommes présents, ce n'est pas pour quémander de la visibilité ou demander de la considération. Nous sommes présents pour dire stop. Ce que je vais vous dire concerne les Antillais, les Mahorais, les Guyanais, les Kanaks, les Polynésiens, les Réunionnais et les autres territoires. Nos îles, pour la plupart d'entre elles, ont accédé au statut de département en 1946. Avant, nous étions toutes des colonies. Mais à partir de cette année 1946, l'État français a mis en place une machine visant à changer le paysage de nos territoires. Cela a commencé avec le Bumidum, puis les enfants de la Creuse et aujourd'hui l'ADOM. Nous assistons à la plus grande migration intranationale et c'est la raison de notre présence ici. Cette politique, écoutez-moi bien, avait vocation à nous déplacer, car notre présence dans les territoires était considérée comme dangereuse ou gênante à cette époque. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Nous, jeunes Réunionnais, nous, jeunes ultramarins, sommes encore une fois contraints de quitter nos territoires par manque de formation, par manque de travail. Manque de travail, je vous ai dit, mais du travail dans les Outre-mer, il y en a, mais pas pour les ultramarins. Nous disons stop à cette politique néocoloniale de préférence métropolitaine. Dans mon pays, La Réunion, il y a tellement de choses à faire, de domaines à développer. Mais j'ai dû quitter mon île, quitter ma famille, mes amis, car il n'y aurait rien pour moi. Et pendant ce temps, nos politiques locales sont en train de construire une route sur l'eau à plus de 2 milliards d'euros. Des études ont été faites, des rapports commandés, et nous constatons objectivement que les ultramarins sont invités à quitter leur territoire et les métropolitains à s'y installer. Nous sommes discriminés à l'embauche dans les DOF et en France hexagonale. Nous disons stop à ces injustices, réveillons-nous. Notre association, l'Union des étudiants réunionnais de l'Hexagone, appelle tous les étudiants ultramarins à nous rejoindre car nous avons le même combat. Merci à vous. Merci beaucoup, merci. Franchement, lorsque l'on entend cette jeunesse consciente, cette génération consciente, être capable de mettre les mots sur les mots MAUX de notre société, on a de quoi se réjouir. Dominique Sopo disait quelque chose de très juste tout à l'heure. Celles et ceux qui aujourd'hui ont peur, peur de parler, peur de se faire taper sur les doigts, et tout cela parfois pour un plat de lentilles froid. Toutes celles et tous ceux qui n'osent pas, parce qu'ils se sont, comme je le disais tout à l'heure, habitués à l'injustice. Il faut que chacun sache, et vous qui êtes là, êtes des femmes et des hommes conscients, il faut que chacun sache que nous avons raison. Notre combat est légitime, et que de toute façon, c'est nous qui allons remporter ce combat, cette bataille, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Pour vous donner une autre preuve de l'injustice, puisque l'injustice va loin, elle frappe fort et elle fait mal. Elle fait mal au sens propre. En ce qui concerne la maladie, il y a une maladie que l'on pourrait qualifier de pandémie, qui touche les originaires d'outre-mer, qui touche les Africains, qui touche les individus du pourtour méditerranéen. Mais aujourd'hui, avec le métissage, les métis sont touchés, les blancs sont touchés, tout le monde est touché. Et pourtant, cette maladie reste une maladie maîtrisée par notre gouvernement. Cette maladie, c'est la drépanocytose. Et la seule, j'ai envie de dire, qui combat depuis près de 30 ans pour que les malades soient reconnus, pour aider la recherche, pour être au plus proche des personnels soignants, est là avec nous et nous fait l'honneur de prendre la parole. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Jenny Hippocrate. Et je suis fier d'être l'un de ses ambassadeurs. Merci Claudie. Bonjour à tous. C'est vrai que souvent on a fait rimer mon nom avec drépanocytose. Alors la drépanocytose, c'est quoi? C'est une maladie génétique et c'est la première maladie génétique au monde. C'est une maladie, malheureusement, depuis des décennies, qui est
je dirais, confinée dans un ciblage ethnique. Et on y vient. Pourquoi un ciblage ethnique? Pourquoi une maladie est-elle ciblée est-elle confinée dans un ciblage ethnique? Eh bien, parce qu'on l'a racialisé tout bonnement. On l'a gardé dans ce ciblage, ce qui est non conforme à notre constitution. Donc, l'article 1er du droit de l'homme est bafoué et ça ne dérange personne. Ça ne dérange pas tous les gouvernements respectifs qui sont passés. La drépanocytose est la 4e priorité de santé publique. C'est plus de 500 000 enfants qui naissent chaque année dans le monde, dont la moitié en Afrique n'arrive pas à l'âge adulte. C'est en Martinique 2000 malades, en Guadeloupe 1500 malades et c'est 40 000 porteurs. C'est ça la drépanocytose. La haute autorité de santé à l'époque, dirigée par Mme Buzyn, m'a auditionné. Et après, on a retrouvé dans le journal Le Monde, la drépanocytose n'est pas rentable. Qui parle de rentabilité pour une maladie? Mais c'est du n'importe quoi. La drépanocytose n'est pas rentable. Pas rentable pour le gouvernement, pas rentable pour les institutions, pas rentable pour les laboratoires pharmaceutiques. Vous vous rendez compte? Une maladie pas rentable. Alors que c'est la 4e priorité de santé publique. Alors le ciblage c'est quoi? Le ciblage c'est que quand un enfant noir naît dans un hôpital dans l'Hexagone, je dis bien dans l'Hexagone parce qu'en Outre-mer, toute la population naissante est dépistée. Quand un enfant noir naît dans l'Hexagone, il est dépisté. Les enfants sont dépistés au faciès. Ça veut dire des enfants maghrébins, des enfants africains, italiens. Mais quand on ne sait pas, quand on ne sait pas qui est qui, quand on ne sait pas l'origine des parents, l'enfant n'est pas dépisté. L'année dernière, en 2019, 5 enfants blancs sont passés entre les mailles du filet. Ça veut dire que la drépanocytose n'est plus une maladie des Noirs. C'est une maladie cosmopolite. C'est une maladie mondiale qui tue nos enfants. Et c'est une maladie pour laquelle ces messieurs et ces dames de décideurs nous ont mis dans un puits. On nous a ôté la voix. C'est pour cela que moi, Claudie vient de le dire, ça fait plus de 30 ans que je me bats parce que les malades ont décidé que je serai leur voix. Mesdames et messieurs, c'est pareil pour nous. Si toute la population, nous, au lieu de nous disperser, de parler tous ensemble, ce qui devient inaudible, on choisissait des leaders et qu'on parlait avec la même voix, je pense qu'ils nous auraient mieux entendus. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Il faudrait qu'on arrête de nous disperser. On travaille face à face. Non, il faut qu'on travaille côte à côte et là, on pourra avancer. Moi, je peux vous dire une chose. C'est ensemble que nous sommes plus forts. Better together. Et moi, je vais vous dire aussi, Martin Luther King l'a dit, taillons la montagne du désespoir en diamant de l'espoir. J'y crois, je crois en vous. Yes, we can. Nous pouvons le faire. Mesdames et messieurs, il n'y a pas que la drépanocytose aux Antilles. Je suis responsable auprès des femmes de la santé. Il y a toutes ces pandémies, dengue, chikungunya, Zika. Il y a aussi toutes les maladies acquises, les cancers, cancer de la prostate, cancer du côlon, tout ça parce qu'on nous a empoisonnés au chlordécone. Il y a aussi d'autres choses comme les algues sargasses aux Antilles. Ils nous ont oubliés. Ils nous ont complètement oubliés. On est en train de nous tuer aux Antilles, ils tuent nos enfants. Et nous, regardez-moi ça, et on devait être 10 fois plus nombreux. On est en train d'attendre. D'attendre quoi? Que nos enfants nous posent des questions plus tard, que nos enfants nous disent, mais vous avez fait quoi, nos parents? Pour que nous soyons dans cet état-là. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de drépanocytose. Mais juste pour dire quelque chose, la maladie, elle est là. Elle est grave. Il y a 27 ans, la froideur et aussi la brutalité de l'annonce diagnostic de la maladie de mon enfant a fait de moi ce que vous voyez aujourd'hui en robe. Je suis debout. On m'a dit par téléphone, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'annonce diagnostic par téléphone, parce que je me suis arrangé pour que ça ne se reproduise plus. On m'a dit par téléphone, votre enfant n'atteindra pas l'âge de 5 ans. Il est atteint de la forme la plus grave de la drépanocytose, il va mourir. Je n'ai pas accepté cette fatalité. Et c'est pour ça que je vous demande, parce qu'il y a toujours un drépanocytose tout près de nous. Aujourd'hui, j'ai parcouru au monde plus d'une centaine de pays pour faire connaître et reconnaître la maladie. Et je suis revenu en France en forme pour mes compatriotes. Pas pour mon fils, il a aujourd'hui 27 ans. Mais pour nos petits-enfants, pour vos enfants, pour les enfants de vos enfants. Alors qu'attendez-vous pour rejoindre le combat? Ensemble, nous sommes plus forts. Et ça, j'aime l'entendre et j'aime le dire. La drépanocytose ne doit plus tuer nos enfants. On n'a pas le droit de racialiser une maladie. Mais ces décideurs ont fait de cette drépanocytose une sorte de, non seulement
de termes qu'il faut éliminer. Ce qui a excité l'extrême droite pour dire les Drépano et les Noirs sont le peuple du grand emplacement, vous vous rendez compte, et personne n'a bougé. Le gouvernement n'a pas bougé en entendant ça. Alors, messieurs et mesdames, je vous demande d'être encore plus unis, je vous demande d'être plus forts, je vous demande d'être ensemble pour pouvoir gagner cette guerre contre l'inertie des pouvoirs publics. Merci. Jenny Pocrate, merci beaucoup Jenny. Merci. C'est une femme extraordinaire. Des femmes extraordinaires, il y en a évidemment parmi vous, parmi nous, et qui menons les combats. Elle a exprimé, elle a rappelé le problème du chlordécone. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un État, notre pays, nos gouvernants ont autorisé l'emploi d'un pesticide qui était interdit sur l'ensemble de la planète, et tout cela pour favoriser une clique de gens pour gagner plus d'argent avec des bananes. On a empoisonné plusieurs générations. En 1993, normalement 1993 aurait dû être la date de fin pour l'utilisation du chlordécone, cet épandage. Aujourd'hui, nous savons, puisque nous étions dans l'épuisement des stocks, qu'ils ont continué à fabriquer des stocks, continuer à fabriquer ce pesticide et continuer à empoisonner aujourd'hui l'île de la Martinique et le territoire de la planète où il y a le plus fort taux de cancer de la prostate par habitant. C'est un crime d'État. C'est un crime d'État. Et face à cela, personne ne dit rien. Tout le monde se tait. Des crimes d'État, il y en a également dans certains de nos territoires. On pourrait remonter dans l'histoire, mais je voudrais vous parler du présent et demander à nos frères Kanaks de Kanaki, je dis bien de Kanaki, de nous rejoindre. Wakasu est avec nous et tous les autres. Venez, venez, venez nous rejoindre. Wakasu. Et leur demander de prendre la parole car la situation dans l'ensemble français de ce qu'il est convenu d'appeler la Nouvelle-Calédonie, mais qui est la Kanaki, le manque de respect des peuples autochtones est aujourd'hui inacceptable. Bonjour tout le monde, ça va? Ça va le pays d'outre-mer? Vous allez bien? Vive l'outre-mer! Alors avant tout, je tiens à remercier tous les gens qui ont permis qu'on soit là pour parler un peu de ce qui se passe chez nous. Comme vous savez tous, on est un peuple, le peuple kanak qui est un peuple qui est vraiment marginalisé par l'État. Donc là, j'étais aujourd'hui à être là avec toute l'équipe, tous les frères et sœurs kanak, les enfants qui sont là, les étudiants, pour parler un peu de ce qui se passe chez nous. Donc voilà. J'interviens au nom de l'UCKE, du mouvement nationaliste pour la souveraineté de Kanaki. Il a été créé justement pour la suite de la campagne pour le deuxième référendum. Donc, vous voyez, dans les médias, on en parle de ce référendum tout le temps. On est à un moment très important pour l'avenir du pays. On est à une semaine du 4 octobre, date de référendum. On va voter pour la deuxième fois. Là-bas au pays, dans les tribus, dans les quartiers, ils sont tous mobilisés pour la campagne de oui à l'indépendance. Vous savez qu'au dernier référendum, en 2018, on a une grosse participation, surtout de la jeunesse kanak. On a perdu à 43%. Il n'y avait que 18 000 voix d'écart entre le oui et le non. Ce qui est clair, c'est que les Kanaks, à plus de 80%, veulent l'indépendance. Donc ces voix, ils vont aller chercher à une, car tous les voix vont compter. Le peuple kanak s'est toujours battu pour conquérir sa souveraineté depuis la prise de possession en 1953. Et là, on dit presque. Nous, ce que l'on veut, c'est retrouver notre dignité, notre légitime, et aussi remettre le kanak au centre du dispositif. Ce que voulait la droite,
c'est un peuple calédonien avec plusieurs communautés vivant côte à côte. Et les Kanaks seraient une communauté parmi d'autres. Nous, les Kanaks, on ne veut pas être noyés dans ce peuple calédonien, comme l'Australie ou en Nouvelle-Zélande. Ce qu'on veut, c'est la nation, le Kanaki, accueillant les autres communautés. Le corps électoral a été un enjeu important, car la droite voulait que le monde puisse voter, que tout le monde puisse voter. Mais ce n'est pas possible d'accepter cela dans un pays où les Kanaks ont été mis en minorité, car on ne représente que 39% de la population. C'était facile de faire venir des milliers de métropolitains au pays, de noyer la revendication kanak par le vote. Nous, on a dit non. Les indépendantistes se sont battus et battus à réussir à geler le corps électoral. Et ainsi, tout le monde ne peut pas voter heureusement. Seuls les Kanaks, seuls installés depuis longtemps au pays, 25 ans de résidence ou être nés au pays. Les enjeux économiques sont aussi très importants avec 20% des réserves mondiales de nickel. La Kanaki, ils ne vont pas lâcher la Calédonie comme ça. Mais comment parler d'un destin commun quand il y a tant d'inégalités, quand les peuples kanaks et les océaniens dans les Wallisiens subissent les discriminations à l'emploi, au logement, l'échec scolaire. Presque 20% des Kanaks vivent sous le seuil de la pauvreté. 1000 personnes vivent dans des squats, des cabanes. 95% des jeunes en prison au COES. Ce sont les jeunes Kanaks. Tout cela, c'est insupportable. On va le montrer le 4 octobre. Soyez à l'écoute de ce qui va se passer le 4 octobre. Vive la Kanaki libre ou l'indépendance. Oui à la pleine souveraineté. Je tiens également à encourager tout le monde qui sont là, nous tous. Parce que si on est debout aujourd'hui, les peuples d'outre-mer, c'est parce que nos anciens sont battus pour qu'on existe aujourd'hui. Donc soyez fiers de vous. Et continuez ce combat. Merci. Merci beaucoup. Applaudissez-les beaucoup plus fort, s'il vous plaît. Merci Ouagassou, merci beaucoup. Pouvez-vous imaginer un instant que nous soyons donc, nous Français, dans ce cas, et que nous soyons mis en minorité, c'est-à-dire en minorité que d'autres, par la force, par la violence, par la colonisation, par l'esclavage, aient pris le territoire et aient fait de nous des sujets sur la terre de nos ancêtres. Qui peut imaginer ça? Qui peut l'imaginer? C'est ce que vivent les Kanaks, c'est ce que vivent également les Australiens en Nouvelle-Zélande, en Tasmanie où on a exterminé les aborigènes et les derniers survivants ont été déportés en Australie. On l'a bien compris, l'outre-mer ce n'est pas une communauté, ce sont des peuples, des communautés. Lorsque l'on nous accuse de faire du communautarisme au sein du CREFOM, on dit mais comment pouvez-vous dire que toute cette multitude de peuples, d'identités, de forces de l'humanité ne peut se résumer que dans une seule voie. Chacun choisit son chemin en fonction de ce qu'il est et de ses aspirations. On va maintenant recevoir Salim Maouda. Salim qui, lui, représente également les Mahorais. Et il y a une autre vision. Et tout à l'heure, je voudrais qu'un jeune déterminé s'exprime et fasse entendre sa voix et sa colère avant de retrouver le président du CREFOM. Alors, changement de programme. Notre poète, Denis, va nous délivrer un poème. On écoute Denis Pourawa, on écoute son poème attentivement. Je tiens le micro. Tu vois? Merci. Donc je vais dire ce poème après l'intervention des frères par rapport à la Kanaki. Ce qu'il faut comprendre, la Kanaki, Nouvelle-Calédonie, c'est pas une île perdue dans l'océan Pacifique. C'est un combat, c'est une trajectoire dans le monde. C'est une trajectoire de lutte anticoloniale et décoloniale.
qui s'est impliqué, qui a donné des vies, des combattants de la liberté, des combattants qui sont morts. Et dont nous aujourd'hui, les étudiants qui sommes ici, ceux qui travaillent en France, ou bien de par le monde, ceux qui sont inscrits dans ce qu'on appelle les cadres, c'est-à-dire les diplômés de notre pays, qui sont les élites actuelles et de demain. J'aimerais que vous ici, les ultramarins, vous prenez confiance en vous et surtout vous prenez conscience que si demain la Kanaki elle devient indépendante, ou si elle ne devient pas indépendante, la question n'est pas là. Le combat a été mené. Le combat du peuple kanak, ce n'est pas simplement pour le peuple kanak qu'il a été mené. C'est parce qu'il a été inspiré par l'Afrique. Parce qu'il a été inspiré par le Vanuatu. C'est une revendication innée, celui d'être libre. Et c'est cette inspiration-là que nous avons aussi transmise dans notre combat pour qu'elle rayonne à travers les Outre-mer. Parce que vous avez vous aussi vos combattants de la liberté. Et je pense en particulier à Haïti. C'est Haïti qui nous inspire en premier, la première nation noire. Et si Kanaki devient indépendante demain, c'est parce qu'elle a été inspirée par Haïti. Je vais vous dire un poème, qui est un poème d'un grand poète martiniquais, Édouard Glissant. Et la pensée glissantienne, je la relie, je la noue à la pensée de Jean-Marie Tjibaou, poète kanak mais aussi penseur. Je noue la pensée de la politique, de la relation, de la créolité, à la pensée de la présence kanak de Jean-Marie Tjibaou. Le combat kanak, il est pour tout le monde ici, là. Pour les Français, pour les Bretons, pour les Alsaciens, pour les Corses, pour les jeunes aujourd'hui, les jeunes Parisiens qui se posent la question de savoir qu'est-ce que le monde d'après, la fameuse question contemporaine de savoir ceux qui se battent là, les gilets jaunes qu'on a vu tout à l'heure, les problématiques contemporaines, les vraies questions contemporaines, celles du climat. Nous, dans le Pacifique, notre climat à nous, c'est le monde invisible. C'est le monde des esprits, le monde des ancêtres. C'est cette relation à la terre, au foncier, la relation au soleil, aux arbres, aux pierres, à l'eau. C'est l'équilibre de l'homme avec son environnement. C'est ça l'indépendance de la Kanaki, Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'on réclame de notre pays. C'est cette vérité qu'on espère aussi qu'elle soit partagée par l'ensemble des Outre-mer. Parce qu'on y croit. Et le message que je souhaite passer, c'est soyez présents avec nous, soutenez-nous. Parce que le rêve que je fais, comme le rêve de Martin Luther King, pour moi c'est un rêve réel, parce qu'on est en train de le vivre dans notre pays. Je souhaite que demain, les ultramarins et nous les Océaniens, c'est-à-dire la Kanaki, Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française avec Tahiti, Wallis et Futuna, mais également le Vanuatu, les francophones du monde, que nous rallions nos forces, parce que j'entends aussi parler d'unité. Mais cette unité-là, elle est creuse, elle est vide. Il faut une parole forte, il faut une identité forte, il faut une terre forte pour porter une parole. Et c'est le combat du peuple kanak, qui n'est pas un combat uniquement égoïste, c'est un combat ouvert sur le monde. C'est un combat ouvert qui demande la présence de tous, en tout cas. C'est un message que j'aimerais passer aux jeunes générations des Outre-mer pour que demain nous soyons ensemble. Mais c'est aujourd'hui que vous devez nous soutenir en Kanaki.
toutes les associations, les présidents d'associations qui sont ici présents, je vous lance un appel de soutenir le référendum qui va se passer dans quelques jours en Kanaki. En tout cas, soutenir le peuple kanak et dans sa généralité le peuple calédonien. Comme je vous disais, que ce soit oui ou non à l'indépendance, c'est pas ça la question, c'est pas ça le problème. C'est demain, l'après 4 octobre. C'est quel espoir on donne aux générations d'outre-mer? C'est ça ma question. Je ne suis pas un politicien, je suis un poète, je suis un visionnaire. J'ai déjà le regard qui porte vers l'avant, bien plus loin que la question qui se pose dans mon pays. Et ce que je vous demande à vous, les Outre-mer, à chaque citoyen, même citoyen français ici, c'est de nous soutenir parce que la question de la souveraineté kanak, c'est la question de la souveraineté de l'homme. C'est-à-dire le pari de l'intelligence de Jean-Marie Tjibaou dans les années 88, son accord de paix et les accords de décolonisation, c'est un accord de paix et de décolonisation pour l'homme, pour l'humain, pour l'humanité. Un nouveau rapport au monde, un nouveau rapport entre les sociétés, un nouveau rapport entre les communautés humaines, un nouveau rapport avec la terre. C'est ça la souveraineté kanak. Et c'est pour ça qu'on vous demande de nous soutenir. Parce que ce message-là, c'est aussi pour vous qu'on se bat. Ce n'est pas pour nous seulement. On se bat pour vous aussi. Pour que l'État puisse nous respecter. Alors je vous demande de nous soutenir et de nous porter avec vous. Ô terre, si c'est terre, ô tout en jour où nous sommes venus, ô plongé dans l'éclat d'eau et la parole labourée, vois que tes mots m'ont déhalé de ce long songe où tant d'eau à tant d'ocre s'est mis, et vois que je descends de cette nuit. Si la nuit te dépose au plus haut de la mer, n'offense en toi la mer par échouage des anciens dieux. Seules les fleurs savent comme on gravit l'éternité. Nous t'appelons terre blessée. Oh, combien notre temps sera bref. Chanson d'eau empilée sur l'eau du triste soir. Tu es douce à celui que tu éloignes de ta nuit. Tel un gravier trop lourd, enfoui aux grèves de minuit. J'ai mené ma rame entre les îles. Je t'ai nommé, loin avant que tu m'aies désigné, pour asile et souffle. Je t'ai nommé insaisissable, et tout enfoui, et ton rire a séparé les eaux bleues des eaux inconnues. Vive les Outre-mer, vive les ultramarins. Merci à toutes et à tous. Merci Denis. Très ému à la lecture, au propos de Denis, de ce poète kanak, et à la lecture de ce poème d'Édouard Glissant. Je voudrais juste, pour faire un peu d'histoire, rappeler qu'Édouard Glissant, anticolonialiste, en 1959, à Paris, en France, a dû, lui qui se battait avec les siens contre une politique coloniale en Martinique, a dû prendre la clandestinité à Paris pour continuer ses activités. Plusieurs décennies après cela, après ces événements-là, Édouard Glissant, honoré d'un prix Goncourt pour tout le monde. Pourquoi je vous dis ça? On a peut-être parfois, et je vais citer l'un de mes maîtres, qui est dans son paradis, Manu Dibango, qui me disait on a parfois tort d'avoir raison trop tôt. Mais lorsque l'on est dans un combat légitime, il ne faut rien lâcher. Aujourd'hui, certes, nous ne sommes pas le nombre que nous aurions souhaité être pour porter cette voix. Mais c'est Grendiri qui a fait Sakdiri. C'est avec un premier pas que l'on va loin et ensemble. Parce que s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble et ça met du temps et ça mettra du temps. Tout à l'heure, un frère est venu me voir et m'a dit c'est pas normal.
On aurait dû être beaucoup plus nombreux que cela. Et je lui dis, ne te décourage pas. C'est comme cela que les grands combats commencent. Je voudrais que Steven prenne la parole avant que le président du CREFOM et que tous les membres du CREFOM reviennent ici, sur ce kiosque de la place de la Nation. Steven. Merci Claudie. C'est bon, tout le monde m'entend? Déjà, grand merci, on n'est pas nombreux, mais grand merci à ceux qui sont là. Peut-être que la prochaine fois, on organisera un grand méchant zouk ici. Il y aura du monde, hein. On va faire des flyers. C'est drôle, mais c'est pas si drôle que ça. Déjà, je vais me présenter. Je suis pas un militant, je suis dans aucune association. Je m'appelle Steven, j'ai 29 ans, personne ne me connaît. Par contre, je suis vraiment indigné et ça me fait mal au cœur. Je ne veux pas dire que je suis désespéré parce que je sais qu'il y a une flamme dans chacun de nos cœurs. Et par contre, regardez autour de vous. Vraiment, regardez. Regardez, regardez. Tous les week-ends, on parle des gilets jaunes à la télé. Est-ce qu'on parlera de nous à BFM? Moi, je vous le dis, on ne parlera pas de nous. Ils sont où les petits frères? Les petites sœurs? Où est-ce qu'ils sont? Les anciens, je les comprends. Les anciens, je les comprends. Ils sont venus ici, ils ont déjà dû lutter face à des problèmes d'intégration, face à des problèmes de trouver de l'emploi, face à d'autres problèmes. Mais nous, quelle excuse on a? Moi, je suis né ici, hein. Je suis né dans le 93. Quand je vais en Guadeloupe, je suis un vacancier. Mais par contre, ces problèmes-là, le CHU, le chlordécone, toutes les mesures Covid, l'eau, pas ni de l'eau à Capesterre. Comment il s'appelle le gars de Martinique là, qui s'est fait tabasser par la police? Kezia. Moi je viens du 93, mais ça me touche. Où sont nos jeunes là? La prochaine fois, il faut envahir toute cette place. Il faut qu'on parle de nous au-delà de BFM, au-delà de tout ça, au-delà de TF1. Faut parler, on est là, on souffre. Et on va pas se laisser faire. On souffre pas, on n'est pas des victimes. On est des combattants comme nos ancêtres. Ils ont mis une statue pour Solitude. Mais nous, on est descendants, on a nos propres 300. Ouais, Spartacus, machin, chouette, je sais pas quoi, les 300, les Grecs, machin, ils ont un film. Mais nous, nos 300, c'est qui? Nos 300, c'est Delgrès. Nos 300, c'est Ignace. Ils sont suicidés pour la liberté. Le cri de la liberté. Est-ce que vous vous en rappelez? Moi, je me rappelle. « 10 mai 1802. Merci Claudie. Après, comme je vous ai dit, je ne suis pas un militant. Je ne suis pas venu avec un discours. Je suis en train de vous parler avec mon cœur. Donc je ne vais pas prendre trop la parole. Mais vraiment, la prochaine fois, moi-même j'ai fait l'erreur. Je vais vraiment, tous mes amis, tout mon réseau, il faut envahir cette place. Parce que sincèrement, c'est pas normal. C'est pas normal. Notre génération précédente, nos parents, ils ont accepté. En espérant que nous, les enfants, on aille plus loin. Il est l'heure, les amis, il est l'heure de se lever. Il est l'heure. Levons-nous, avançons, levons le poing, ne tremblons pas. Allons arracher ce qui nous revient de droit. Si cette France est riche, c'est grâce à nous. Ne l'oubliez pas. Tous ceux, peu importe l'outre-mer, je ne parle pas que de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. J'ai entendu nos frères de Mayotte, nos frères de Nouvelle-Calédonie. On ne les entend pas assez souvent. Et ça m'a fait vraiment plaisir de les entendre. On est tous ensemble. Levons le poing ensemble. Et je vais placer un mot. Il y a une sœur de Centrafrique. Il y a un frère de Côte d'Ivoire. Algérie. Elle est là. Elle est là. Et même une sœur d'Algérie. On est tous ensemble. Mais n'oubliez pas,
C'est l'injustice qui nous porte. Peu importe d'où nous venons sur la planète, l'injustice nous porte. Et l'injustice nous fait lever. Personne ne nous marchera dessus. Mais on marchera sur l'injustice. Merci à tous. Tout à l'heure, Annecy Boyer a parlé du chômage. Et pour vous donner un dernier exemple avant que le président du CREFOM ne nous rejoigne et tous les membres du CREFOM, chaque année, à chaque publication des chiffres du chômage, observez, vous avez le chômage, les chiffres du chômage en France métropolitaine. Un terme que je réfute, métropolitaine, métropole, le lieu qui dirige les colonies. Les chiffres du chômage sont toujours donnés séparés entre ceux de la France hexagonale et de la France d'outre-mer. Pourquoi, à votre avis? Parce que les chiffres seraient terribles et les Français ne comprendraient pas. Alors, avec un gouvernement qui nous dit lutter contre le séparatisme, ça c'est du séparatisme. Ça c'est du séparatisme. Ça c'est du communautarisme. Il y a les dominants et les dominés, les patrons et les sujets. Je vous demande maintenant d'accueillir le président du CREFOM et vous dire tout à l'heure, Steven disait « Je n'appartiens à aucune association, je n'appartiens à aucun mouvement ». Et moi je voudrais dire à Steven et dire à d'autres, rejoignez le CREFOM, rejoignez des organisations, parce que s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Rejoignez des organisations, parce que c'est comme cela que nous ferons entendre notre voix. Il faut qu'il y ait un effet boule de neige, il faut que les choses changent. Certains d'entre nous n'ont plus besoin de mener de combat. Mais qu'allons-nous, comme Jenny Hippocrate disait tout à l'heure, dire à nos enfants et aux générations futures? Allons-nous encore courber les chines? Allons-nous avoir peur? Peur de quoi? Peur de qui? Les seules personnes dont nous devons avoir peur, ce sont nos enfants, ce sont nos proches, c'est le reste de l'humanité, les laissés pour compte, les damnés de la terre, celles et ceux qui souffrent. Je demande au président du CREFOM, Daniel Dalin, s'il vous plaît, de nous rejoindre. Et je demande aux membres du CREFOM également de revenir sur scène, s'il vous plaît. Oui, nous ne sommes pas nombreux, certes, mais je sais que notre parole est arrivée au moins au château. Le château, c'est à l'Élysée. Je sais aussi que beaucoup se sont employés tout au long de la semaine, de la quinzaine, pour créer la désinformation, de dire que la manifestation est reportée, est annulée. Je sais aussi que beaucoup de présidents d'associations ont subi de pression avec la menace de subvention, que si jamais ils venaient à assister à notre mouvement, ils risqueraient de se retrouver hors des subventions. Bon, tout ça c'est misérable. Mais moi je dis aussi que une nation qui pinaille avec ses principes, c'est une nation qui est complètement moribonde. C'est une parole d'Abbé Césaire. Et c'est ce que fait actuellement le gouvernement avec nous. C'est-à-dire que la France oublie que sans ses outre-mer, elle serait carrément peut-être au 10e, au 15e rang en matière d'espace maritime. La France oublie que surtout les hommes politiques aiment dire que la France, le soleil ne se couche jamais en France. Quand il fait nuit en Martinique, en Guadeloupe, il fait jour de l'autre côté. La France aime dire ça, les hommes politiques aiment dire ça. Seulement, ils oublient que dans les territoires, il y a des gens, des hommes, des femmes. Ces gens ont une histoire. Et bien souvent, cette histoire, elle est importante dans la part de construction de la France hexagonale. Par exemple, mon père est parti faire la guerre, 14-18. Il a répondu, il est venu faire la guerre. Ils ont traversé le canal de la Dominique, ils ont fait la guerre, ils sont revenus blessés, ils ont fait la guerre. Ils ont été oubliés après, ça a été complètement oublié. Il n'y a pas que la Martinique, il n'y a pas que la Guadeloupe, il y a la Guyane, il y a les gens qui sont partis d'Afrique pour répondre à l'appel du général de Gaulle, tout ça. Mais en France, on oublie ça. Une fois que les choses vont, on oublie. Mais nous qui sommes ici, nous sommes plus nombreux que nos compatriotes des Outre-mer. Nous sommes nombreux.
et que nous, parce que nous sommes nombreux, nous devons laisser la trace pour nos enfants, parce que nos enfants ne nous considéreront plus en disant « Regardez, vous avez vécu 50 ans ici, regardez où nous en sommes ». On a commencé, qu'est-ce qu'on a commencé? Pour les fonctionnaires, on a commencé à changer les choses. On leur propose de partir plus souvent, mais moins longtemps. La fameuse réforme des congés bonifiés. Le secrétaire général tout à l'heure l'a dit. Nous sommes rentrés en contact bien au début avec le gouvernement en leur disant que, attention, la réforme, elle n'est pas bonne, elle n'est pas juste. Ils nous ont regardés, souriant, ok, on se reverra. Total, Édouard Philippe, comme un trek, juste avant, un dimanche, il a signé le décret. Voilà. Comme ça, c'est fini. François, notre télévision, même si elle était bancale, même si on pouvait lui faire des critiques, même puis on pouvait dire tant pique et pendre sur François, c'était quand même la voix des Outre-mer. Eh ben, ils ont décidé de fermer François. Alors que d'autres télévisions, d'autres chaînes de télévision avaient quasiment les mêmes résultats. Et tout ça dans un silence sidéral des ultramarins, des Antillais vivant dans l'Hexagone. C'est quand François est fermé qu'on décide de bouger. Et ça, je suis là, je le regarde, je vous le dis dans les yeux, si les 3/4 des choses qui pourraient être évitées, si nous étions un tout petit peu plus véatifs, un tout petit peu revendicatifs, et si on avait décidé qu'une fois pour toutes, dès qu'il y avait un dysfonctionnement, nous étions capables de monter au créneau comme d'autres communautés le font. Pas en cassant, mais en montant avec notre spécificité de dire les choses comme il faut. Vous voyez, là nous sommes en train de dire les choses tranquillement, pacifiquement. Mais l'homme politique a un regard méprisant sur nous. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, les Antillais, on leur donne du zouk, du machin, du d'autre, et très bon. C'est bon. Les mecs, ils pensent qu'à danser, ils pensent qu'à s'amuser. Ils ont un regard, ils ont ce regard-là sur nous. Mettez-vous ça dans la tête, ils ont ce regard-là sur nous. Et tant qu'on restera là, à l'abri, à regarder, à participer dans la fête des autres, à participer dans le combat des autres, et à ne pas participer à nos propres combats, eh ben, ils vont s'essuyer les pieds sur nos têtes. Ils vont s'essuyer les pieds sur nos têtes. Nous, le préforme n'a pas vocation à mettre les gens dans la rue. C'est le reproche qu'on m'a fait, c'est la remarque qu'on m'a faite. Le préforme n'a pas cette vocation. Parce que quoi? Nous sommes un lobby pour les Outre-mer. Mais le rôle d'un lobby, c'est quand il faut dénoncer et quand il faut aller dire que ça suffit, que si ça continue, on reviendra de plus en plus nombreux, le préforme le fera. Et le préforme s'associera avec d'autres partenaires, qui soient syndicaux, qui soient tout autre, pour porter notre combat. On ne peut pas laisser le gouvernement se moquer de nous. Macron, le président Emmanuel Macron, il est venu, il nous a rencontrés. Il était encore candidat. Il nous a rencontrés, la main sur le cœur, il nous a dit, la bouche enfarinée, oh, les congés bonifiés c'est important, je n'y toucherai pas. François c'est important, je n'y toucherai pas. Qu'est-ce qu'il fait là aujourd'hui? Il nous l'a mis bien profond, vous voyez, il nous l'a mis bien profond. Il a fermé François, il a supprimé les congés bonifiés, parce qu'il sait que nous les Antillais, nous les Ultramarins, on n'a que de la gueule et on est bien capable de se mobiliser pour avancer. Or, il faut leur montrer que c'est pas vrai. Je ne suis pas venu pour vous dire de faire la révolution, mais je suis venu vous dire la chose suivante, que si vous ne faites rien, vos enfants vous reprocheront, mes enfants me reprocheront de n'avoir rien fait et de laisser les choses, de laisser l'État nous rendre invisibles. Parce qu'en fait, l'État, ce qu'il fait, il nous rend invisibles. À la Martinique, à la Guadeloupe, il y a des problèmes avec ce qu'on pourrait appeler des problèmes avec les statuts. La fameuse opération de déchoucage. Moi, on m'a demandé la question, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je dis, la jeunesse, elle a compris. La jeunesse, elle a appris la vraie histoire. La jeunesse, elle est allée chercher la vraie histoire. Pas l'histoire qu'on m'a appris à l'école en me disant que les ancêtres, c'était des Gaulois. Et que quand les jeunes, ils déchouquent la statue, ils ont raison de déchouquer. Je dis que dans les départements d'outre-mer, qu'ils déchouquent, ils ont raison de déchouquer. Parce que l'histoire qu'on leur apprend, c'est une fausse histoire. On sait que l'histoire, elle est écrite par les vainqueurs, et les vainqueurs, c'est qui? Ce sont les gens qui, lorsqu'on disait que Napoléon Bonaparte, c'était un négrophobe, parce que oui, c'était un négrophobe. C'était un grand homme, oui, Napoléon. Il a rasé quelques musées, il a volé quelques trucs,
mais il a quand même créé l'ENA, il a quand même créé plein de choses. Pour les Français, Napoléon c'est un grand homme, faut pas y toucher. Eh bien, lorsqu'on a dit oui, c'est un grand homme, mais c'est un négrophobe, parce qu'il a remis des Français d'outre-mer en esclavage, mon Dieu, on a pris une volée de bois vert parce que on l'a dit, et c'est la vérité. Il faut aussi savoir mettre la part sombre des personnages dont on nous vante les mérites, comme Colbert, comme un tel. Il faut savoir accepter leur part sombre, leur part d'ombre. Et la France grandirait, nos hommes politiques grandiraient à dire oui, c'est un grand homme, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, même s'il a fait ça. Or, comme ça, c'est une histoire partagée. Or, on veut nous imposer une histoire uniquement le côté flamboyant. La France n'est pas si flamboyante que ça. Parce que si elle était flamboyante, elle n'aurait pas aboli, elle n'aurait pas reconnu l'esclavage, crime contre l'humanité, et en faisant disparaître le volet réparation. Nous sommes le seul peuple, vous m'entendez, le seul peuple à avoir été, où on a reconnu l'esclavage, crime contre l'humanité, et où il n'y a pas réparation. Il n'y a pas réparation, ils ne veulent pas parler de réparation. Et ils ont rendu la réparation impossible, parce que les années sont passées, rendre une réparation, maintenant c'est compliqué. Moi je dis, la France nous doit une réparation morale. La réparation morale c'est quoi? La réparation morale ce serait par exemple tous les enfants d'ultramarins qui veulent faire des études supérieures dans les facultés, dans des villes comme Nantes, Bordeaux, La Rochelle. La faculté devrait être gratuite pour ces enfants-là. Je dis aussi que si on veut réparer, on n'a pas de représentation ultramarine parmi les hommes politiques. On va nous dire oui, vous avez vos élus, que si jamais on revendique les élus des Outre-mer, on va nous dire vous êtes là pour casser la République. Or je dis, la France doit trouver un système pour... Alors, notre ami Claudie me dit que le terme discrimination positive n'est pas une bonne expression. Mais comme c'est un homme des médias, je lui fais confiance, il va nous trouver un truc, il va nous trouver quelque chose où on va porter ce combat-là. La France se doit de trouver les voies et moyens pour que, sans qu'on parle de discrimination positive, puisqu'on nous dit, c'est un terme qui comme on dit, voilà. Mais madame, les États-Unis, ils ont fait, appelez-le sur le... Oui, mais bon, oui, mais c'est comme ça nous avons crié. Oui, c'est comme ça nous avons crié, c'est comme ça nous avons crié. Les Américains, ils ont trouvé un système qui fait que, pendant quelques années, il y a eu une élite noire qui est sortie de l'ombre parce qu'on leur permettait d'avoir accès à certains métiers, on leur permettait d'avoir accès à certaines connaissances. Nous, on n'a pas ça. Quand nos jeunes viennent ici faire des études, bien souvent, ils ne peuvent plus retourner parce qu'ils sont surdiplômés. Et parce que aussi, à la place, dans nos départements d'outre-mer, les places sont prises par d'autres. Voyez, vous êtes là pour faire un policier, par exemple, quand il vient passer ses formations ici dans l'Hexagone, il va tourner pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 15 ans s'il le faut, pour retourner dans un département d'outre-mer. À 20 ans, après 15 ans d'avoir couru à part les dealers ici, quand il retourne en outre-mer, le mec il ne pense qu'à une chose, c'est la coulée douce. Eh bien on dit non, il faut permettre à nos jeunes, il faut permettre à nos élites, il faut permettre à nos valeurs ajoutées de retourner dans leur département d'outre-mer. Je voudrais que je vous pose la question, depuis quand vous avez vu comment s'appelle, non pas un procureur, le plus haut personnage de l'État, un préfet. Depuis quand vous avez vu un préfet ultramarin en Guadeloupe, en Martinique, voilà? Non. Nous sommes gérés comme des colonies. Nous sommes gérés comme des colonies. Donc le préfom il le dit tout simplement. Il faut que la France et pourtant nous sommes là avec la main tendue en disant que si jamais il ne fait rien, l'outre-mer glissera vers les extrêmes. L'outre-mer est déjà tenté par le vote des extrêmes et il ne faut pas que ça arrive. C'est pour ça que je vous dis, tout à l'heure, la vice-présidente Keïsa Libré a dit que vous avez une arme contre les mains. Nous sommes armés de notre bulletin de vote. Lorsque les élections présidentielles vont arriver, lorsque les élections sénatoriales vont arriver, avant de mettre votre bulletin de vote, dites-vous bien
est-ce que vous n'êtes pas en train de vous remettre les fers aux pieds? Parce que celui-là même qui est venu à tout sourire nous dire qu'il allait avoir une nouvelle politique, eh bien, c'est celui qui va nous donner qui nous a donné le coup de pied de l'année. Je vous remercie d'être venu. Je remercie à toutes les associations d'être venues. Je voudrais remercier le CRAN. Le CRAN est venu. Nous n'étions pas partenaires en permanence, mais je remercie. Je suis conscient que c'est une bonne chose de faire venir le CRAN. Je suis conscient que c'est une bonne chose de faire venir SOS Racisme. Je remercie Dominique Chopeau. Je remercie la Kanaki. J'ai été ému par le discours de la Kanaki. Mayotte, votre combat, c'est aussi notre combat. Nous intervenons aussi à notre niveau pour que Mayotte puisse se sortir de ces tracas. Martinique, Guadeloupe, vous êtes mes frères et sœurs. Et à vous tous, je vous souhaite un bon week-end. Merci Daniel. Daniel, reste là. Effectivement, il est très important que la mobilisation aujourd'hui ne flanche pas, ne faiblisse pas face aux réalités, et le président l'a dit. Ce que le président n'a pas dit également, c'est que désormais le CREFON va se réorganiser autrement. Et on sera plus présent dans la rue. On ne laissera rien passer, tout simplement parce que c'est ce que les uns et les autres aussi souhaitent. Je voudrais, puisque tu as parlé de politique de quotas, oui, nous sommes pour une politique qu'on appellerait autrement, les Américains appellent ça l'affirmative action. C'est beaucoup plus positif que discrimination positive. Ça discrimine déjà tout de suite ce que l'on veut proposer lorsqu'on emploie ces deux mots-là, lorsqu'on les associe, en tout cas, voilà, très clairement. Et puis, on a parlé du chômage, on a parlé du chlordécone, on a parlé de la distribution de l'eau. Je voudrais remercier les gens de Moon Guadeloupe qui, eux aussi, ont relayé cet appel à manifester parce que c'est la famille. Je voudrais également que l'on remercie, il était là, je ne sais pas s'il est parti, Ibrahim Sorel, qui est le porte-parole du collectif pour la transition en Guinée. J'aurais beaucoup aimé qu'on lui donne la parole également. J'ai vu d'autres militants qui sont là. Je vois une artiste, une actrice, comédienne, metteur en scène également, qui est Souria Adel, qui est là, et qui est une femme d'engagement, elle aussi, au-delà de son métier. Voilà, mais vous dire merci infiniment d'avoir été avec nous. Ah bah, président, tu vas le faire tout seul. Je voudrais aussi saluer nos amis de Guyane, Ivan Ngoua et Olivier Goudet, qui font violence, qui n'ont pas hésité à inonder les réseaux sociaux en Guyane. Je leur dis que je suis de tout cœur avec eux. Et puis, Daniel le sait, lors de ma dernière mission de délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, dont j'ai démissionné le 27 juillet 2012, j'avais dit dans mon dernier rapport, juste avant l'élection présidentielle, j'avais dit que la France traite l'outre-mer comme les confettis de son ancien empire colonial. Et qu'aujourd'hui, nous sommes en 2020 et rien n'a changé. Le député de la Guyane, Gabriel Serville, a dit à l'Assemblée nationale, a mis en cause le gouvernement et la République en marche en les prenant à partie en disant « continuez comme ça ». Et vous donnerez raison à ceux qui souhaitent le séparatisme au sein de la République. Il a nommément accusé les uns et les autres. Ne vous laissez jamais insulter, dire que vous êtes des communautaristes, que vous êtes des séparatistes, que vous êtes dans cette logique d'ensauvagement de la France. Les véritables, n'oubliez jamais, les véritables séparatistes sont ceux qui empêchent l'égalité au sein de la République, l'égalité entre tous les citoyens, et ce sont donc ceux qui ont le pouvoir, les gouvernants. Les communautaristes sont ceux qui pensent que la France est une France judéo-chrétienne, blanche, et qu'elle le restera. Là, nous avons appris hier que le ministère de l'Outre-mer a nommé l'un de ses représentants sur les services hydrauliques et océanographiques d'Outre-mer, et que cette personne que je vais nommer, Mathieu Danen, ce Mathieu Danen est un ancien responsable du Front National. Ancien responsable, et c'est ce monsieur-là qui a été nommé pour gérer des choses qui concernent l'Outre-mer. Le mépris, il est là. Merci infiniment, Président. Tu voulais ajouter quelque chose ?
Et tous ensemble, nous sommes contre la présence d'un gars du Front National au ministère des Outre-mer. Alors hurlez votre mécontentement. Hurlez votre mécontentement. Hein? Voilà. Est-ce qu'on aurait mis dans d'autres communautés, on aurait mis quelqu'un d'autre pour... Voilà, je ne veux pas adresser les uns contre les autres, mais il faut encore hurler. Et si vous suivez sur les réseaux, je vais vous mettre un mail du ministère des Outre-mer. Je vous invite tous à envoyer un mot pour dire que ce mec-là, il ne doit pas rester. Merci Daniel Dallain, président du CREFOM. Merci à vous toutes et à vous tous. Et dites-vous que vous venez de participer à une journée historique, car c'est la première fois que nous appelons que toutes les régions d'outre-mer, tous les territoires appellent à manifester d'une seule voix et à porter l'estocade. En tout cas, faire entendre notre voix pour que demain ne ressemble pas à aujourd'hui. Merci infiniment. Merci Claudie. Voilà, donc journée historique. Allez sur la page du CREFORM, juste pour que je vous dise que c'est important quand même la lutte du décolonial, parce que la discrimination dans les Outre-mer, elle est très très forte et encore plus scandaleux. On vient d'entendre qu'un élu du Front National était représentant des Outre-mer. Ça ne peut pas être possible. Il faut démonter ça, il faut déconstruire ça. Je vous laisse sur le Globe 777. N'oubliez pas d'aller sur le bouton rejoindre, de la chaîne. La chaîne Le Globe, en fait, est sur le terrain et il va partout. Voilà, partout où il y a de l'injustice. Et nos départements connaissent l'injustice depuis trop longtemps. Yo digo coupé kono onge pabot dispatché il est battu qu'il portait qu'il faut monter à la mort yeah mais derrière ça dit Attendez, je vais essayer de demander à Claudie. Il est où le représentant du président? Je vais essayer de l'avoir. Voilà. Je vais essayer de... Un petit mot. Si je laisse finir. Vous êtes le président du CREFOM. Ben moi, en fait, je découvre cette association-là. Je découvre toutes les actions que vous avez pu mener, auprès des instances gouvernementales. Si vous voulez bien, on se recule un petit peu pour le son. Je découvre et je suis vraiment ravie. Alors, j'ai pris votre tweet tout à l'heure quand vous avez parlé d'Éric Dupond-Moretti que vous aviez interpellé. Je me suis permis de prendre la séquence et de la retweeter au ministère. Et donc, j'aimerais que vous disiez un mot qui engagerait en fait les auditeurs, en tout cas les internautes, à se rapprocher du CREFORM, d'où l'importance de cette lutte décoloniale, mais aussi des inégalités qui se produisent dans nos départements français. Alors, le CREFORM est un lobby, et j'enlève ça parce que... Oui, c'est mieux. Le CREFORM est un lobby, et comme lobby, nous avons pour mission de représenter les intérêts des ultramarins, qu'ils soient partout dans l'Hexagone ou de manière internationale. Mais depuis quelques temps, nous sommes obligés de nous reconcentrer sur ce qui se passe en France, parce qu'on se voit bien que la France a décidé de laisser se décrocher ce qui se passe en Outre-mer, et que si on ne fait rien, nos enfants nous le reprocheront. Alors, on parlait de séparatisme. Alors, ces derniers temps, et même, je me recule parce qu'on n'entend pas sinon. C'est pour ça que je me recule, tout simplement. En fait, ces derniers temps, dans la bouche du président Macron, le mot séparatisme est venu. Et il a commencé à utiliser le mot séparatisme. Il y a cette loi contre le séparatisme qui va être votée. C'est une proposition de loi aujourd'hui. Alors les communautés, il y en a trop, il y en a plein en France. Vous, qu'est-ce que vous avez à dire contre cette loi? Moi, je rappelle que les gens qui sont les ENAP forment une communauté. Oui. Les gens qui ont fait Sciences Po forment une communauté. Donc, le mot communauté, ce n'est pas un gros mot. Il s'agit, ce sont pas l'ennemi de l'État. Tout à fait.
Or, je pense qu'en disant ça, ils parlent ils veulent parler de la communauté des religieuses, des intégristes musulmans. C'est ça qui... Mais alors, pour vous, les musulmans en France, ils représentent une communauté religieuse intégriste? Non, j'ai dit la communauté des intégristes musulmans. Oui, mais il n'y en a pas des intégristes musulmans, moi j'en connais pas. Moi personnellement, j'en connais pas, mais quand... Parce que le voile est assimilé à ça, il y a une erreur de... Moi, je reste sur ce que je fais. Je suis ultramarin, voilà. Je défends les ultramarins. Si on me dit que je suis communautaire, je dis oui, je suis communautaire. Je défends la communauté des ultramarins. Vous ne vous sentez pas visé par cette loi? Pas du tout. Dans les ultramarins, vous avez des blancs, des jaunes, vous avez toutes sortes de personnages. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et d'identité surtout. Il y a toutes sortes d'identités. Donc je suis à l'aise avec ça. Mais par contre, si on me parle de communautarisme, moi je ne suis pas un communautariste. Défendre sa communauté, je ne fais pas de moi. Vous êtes français. Et je pense que nous sommes républicains. Nous sommes beaucoup plus impliqués dans la vie de la République que beaucoup d'autres qui nous donnent des leçons. Par exemple, le fameux monsieur Bismuth qui a fait le truc avec les petits nègres. Je parle de Nicolas Sarkozy. Nous sommes autant, si ce n'est pas plus français que lui. Mes parents nous sommes français depuis 1600. Depuis 1600, avant la Savoie, nous sommes français avant la Savoie, et que bien d'autres qui sont arrivés longtemps après, mais qui ont la bonne couleur, parce qu'il faut avoir la bonne couleur pour exister en France. Voilà, parce qu'ils ont la bonne couleur, et ces mêmes personnes viennent nous donner des leçons de morale. On a de leçons de morale ni de racisme à recevoir de personne. D'accord. Sinon, vous avez une page, un site pour le Créforme? Nous avons une page, c'est créforme.org. Créforme.org, et sinon page Facebook, Twitter. Voilà, et vous êtes la bienvenue. D'accord, ok. Je vous remercie beaucoup en tout cas, et j'espère que ça va fonctionner, quoi. Voilà, n'hésitez pas à faire le bouton, à vous faire le bouton rejoindre, hein. Voilà. Et je vous remercie d'avoir suivi. N'oubliez pas de partager, c'est quand même une lutte qui est importante. Oui, la question du séparatisme doit se poser partout, et non, elle ne doit pas être identifiée uniquement aux musulmans. Moi, c'est ce que je pense. Mais justement, le problème, c'est que si c'est le cas, eh bien, ça devient ségrégatif, et ça devient un cas de racisme tout simplement. Merci. Ah ouais, voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de